Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice, une partie d'un exercice d'examen de l'année passée. Alors, on nous dit soit un cylindre métallique, c'est-à-dire un conducteur chargé. Quelles sont les conditions nécessaires pour le considérer comme un CEE, c'est-à-dire comme un conducteur en équilibre électrostatique? Vous avez vu tous au cours, qu'est-ce que ça veut dire un conducteur en équilibre électrostatique? Alors, un conducteur en équilibre électrostatique a 4 propriétés. Premièrement, la somme des charges à l'intérieur du conducteur est toujours égale à 0. Deuxième chose, le champ E à l'intérieur du conducteur est aussi égal à 0. Si le champ est égal à 0, alors le potentiel sera égal à combien? Donc, on sait que E est égal à moins dV par dx par exemple, c'est-à-dire V sera égal à une constante. C'est la troisième propriété. Et dernière propriété, le champ E est toujours perpendiculaire à la surface. Lorsque le champ existe, il est à l'extérieur, il est perpendiculaire à la surface. Alors, voilà, avec ces données-là, on peut considérer que le conducteur est en équilibre électrostatique. Deuxième question, grand 2. Les parties sont indépendantes, soit deux cylindres métalliques coaxiaux. Deux cylindres coaxiaux, c'est-à-dire qu'ils ont le même axe central, le même axe Z' est le même. De rayons petit a et petit b, de longueur finie, c'est-à-dire longueur L par exemple, et portant respectivement les densités linéiques de charge plus lambda et moins lambda. Alors voilà, je représente, premièrement, on nous demande de montrer que le champ entre les deux cylindres est donné par la relation suivante. E égale lambda sur 2π0 par 1 sur R. On va montrer cette expression du champ. Ensuite, on revient à la troisième question. Alors, voilà, j'ai préparé ici le dessin. Donc, le premier cylindre, les deux cylindres sont coaxiaux, c'est-à-dire ils ont le même centre. Ici, on nous donne la densité linéaire de charge ou bien linéaire de charge. Pour le cylindre extérieur, c'est moins lambda. Pour le cylindre intérieur, c'est plus lambda. Voilà. La longueur du cylindre, on nous dit que les cylindres sont de longueur donnée. Vous voyez, j'ai pris en longueur. Je n'ai pas dessiné comme l'autre fois un cylindre infini, mais la longueur, elle est bien finie. C'est-à-dire, par exemple, on suppose que de là jusque là, la longueur du cylindre, je vais la supposer grand L par exemple. Voilà. Alors, on nous demande de montrer que le champ E s'écrit, donc ça c'est 42, montrer que le module du champ E s'écrit de la forme lambda sur 2π epsilon 0 multiplié par 1 sur R. On nous demande de montrer cette relation-là. Donc, le champ entre les deux cylindres. Alors ici, on va faire comme toujours, on va chercher le champ entre les deux cylindres, c'est-à-dire par exemple un point M quelconque ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer par ce point-là la surface de Gauss. Alors la surface de Gauss, automatiquement, pour les cylindres, sera une surface cylindrique. Donc voilà, je vais dessiner un cylindre qui représente la surface de Gauss. Voilà, la surface de Gauss, toujours, c'est une surface imaginaire. Alors voilà, ce cylindre-là est compris entre les deux cylindres. Le cylindre de Gauss ou bien la sphère de Gauss ont toujours pour rayon petit r. Je l'ai dit l'autre fois. Et ce cylindre de Gauss a une certaine hauteur que je vais appeler H. J'ai appelé la longueur du cylindre L, donc je vais l'appeler par exemple H. Voilà. Alors, je dessine les... Pardon. Voilà. Je dessine les vecteurs ds. Donc ici, les vecteurs ds sont latéraux. C'est dsl. En haut, nous avons des surfaces ds sup. En bas, des vecteurs dsb. Bon, je n'ai pas la peine de dessiner toutes les surfaces là.
je dessine une seule, c'est largement suffisant. Je n'ai pas dessiné le vecteur champ électrique. Le vecteur champ électrique, puisque le cylindre à l'intérieur de rayon petit a, le petit cylindre, est chargé positivement. Donc si le champ existe, le champ sera sortant comme ça. Et ici, la même chose. Voilà. Ce que j'ai dessiné en bleu, ce sont les champs électriques. Et on va appliquer directement, si vous voulez, le théorème de Gauss, c'est-à-dire, premièrement, on va écrire une petite phrase. Donc, on va dire que la surface de Gauss, comme toujours, la surface de Gauss choisie, donc c'est un cylindre de rayon petit r et de hauteur, ou bien de longueur h. La longueur du cylindre, c'est h. Voilà. Alors, ça, on cherche, donc, je n'ai pas précisé, le petit r pour être entre les deux cylindres est compris entre R1 et R2. Le petit r est compris entre R1 et R2. On nous demande de déterminer le champ entre les deux cylindres. Alors, on va appliquer la méthode, comme toujours, la méthode de flux. On calcule le flux par la méthode physique normale, et ensuite le flux par la méthode de Gauss. Donc, le flux, nous avons dit, c'est la somme de tous les produits scalaires E par ds. Nous avons trois sortes de produits scalaires. Nous avons E, voilà, E avec ds hop, nous avons E avec les dsl, nous avons les produits scalaires des vecteurs E avec les ds de base, dsb. Donc on aura la somme de tous les produits scalaires des vecteurs E par ds sup, plus la somme de tous les produits scalaires de S par dsl, et plus la somme de tous les produits scalaires de S par ds base. Vous voyez bien, E et dsb sont perpendiculaires. En haut, la même chose, ds sup et avec E sont perpendiculaires. Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est égal à 0. Ensuite, je vais écrire que le flux sera égal. Je développe le produit scalaire, c'est le module de E par le module de dsl par le cosinus de l'angle entre les deux. Cosinus entre E et dsl, c'est égal à 0. L'angle est égal à 0, c'est-à-dire cosinus 0 est égal à 1. Alors, ce sera, je fais sortir E par la somme de dsl. Nous avons vu plusieurs fois, je vous conseille de revoir le résumé de cours sur le théorème de Gauss. Double intégrale de dsl, ce n'est autre que 2pi rl. Donc, on trouve E multiplié par 2pi r multiplié par la longueur du cylindre de Gauss, c'est-à-dire multiplié par h dans ce cas-là. Ça, je vais l'appeler la relation 1. Ensuite, je vais écrire la relation 2. C'est le calcul du flux par la méthode de Gauss. La méthode de Gauss nous dit que le flux, c'est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss et divisé par epsilon 0. Donc, à l'intérieur de la surface de Gauss, si on regarde ici à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette distribution. Voilà, on va voir, si vous voulez, ce cylindre de longueur h qui est chargé. On va voir ce morceau du cylindre, ces charges-là positives, c'est ce qu'on va voir. Alors, puisqu'on nous donne la distribution linéaire, donc je vais écrire, parce que lors de la distribution linéaire, nous avons dit l'autre fois, Q s'écrit lambda multiplié par la longueur L. Ici, dans notre cas, donc lambda par L, donc la longueur c'est h, donc je vais écrire, c'est lambda multiplié par h sur epsilon 0. Je répète, si on a une surface, si on a une distribution surfacique, on écrit Q égale sigma par S. Si on a une distribution volumique, on écrit Q égale ρ multiplié par le volume V. Si on a une distribution linéaire, c'est-à-dire par, généralement ce qu'on donne lambda, c'est-à-dire par unité de longueur, alors on écrit Q égale lambda L. Ici, dans ce cas-là, on suppose que les rayons A et B sont des rayons très petits.
On suppose que ce fil-là, par exemple, c'est un fil électrique. Donc, on peut considérer donc, la distribution comme étant linéaire. D'ailleurs, d'après les données, c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors, on a la relation 1 est égale à la relation 2. Donc, je vais écrire E multiplié par 2pi r h est égal à lambda h sur epsilon 0. Je simplifie par h. Et de là, je tire directement le champ E entre les deux cylindres qui sera égal lambda sur 2pi epsilon 0 multiplié par 1 sur r. Voilà, c'est le champ électrique lorsque R est compris entre R1, entre petit a, et petit b. C'est-à-dire entre les rayons du premier cylindre et les rayons du deuxième cylindre. Tout à l'heure, la même chose, j'ai écrit ici R compris entre R1 et R2. Il fallait lire R compris entre petit a et petit b. Voilà pour la première question, pour cette deuxième question. Ensuite, voilà, on nous dit, en grand 3, l'ensemble des deux cylindres de longueur L égale 10 cm, maintenant on nous dit que la longueur est égale à 10 cm, et de distance E égale 1 mm. Donc l'ensemble des deux cylindres de longueur L 10 cm est distant, les deux cylindres sont distants, c'est-à-dire la distance entre les deux, B moins A, est égale à 1 mm, constitue un condensateur. Donc ça constitue un condensateur. La première question, peut-on toujours utiliser le théorème de Gauss? Alors, je fais un tout petit rappel pour les condensateurs. Donc, nous avons, si vous voulez, nous avons dit au cours, nous avons 3 types de condensateurs. Premier type de condensateur, voilà les condensateurs plans. On a 2 plaques, une chargée positivement et l'autre chargée négativement. On dessine ce condensateur-là comme ça, un condensateur plan. E, c'est la distance entre les 2 plaques. On peut avoir, on dit ce qu'on appelle le condensateur plan. On peut avoir un condensateur sphérique, une sphère chargée positivement, de rayon par exemple R1, et une deuxième sphère chargée négativement. Ça me donne un condensateur sphérique. Et finalement, le condensateur cylindrique, on a un cylindre à l'intérieur d'un autre cylindre. Voilà. Celui-là est chargé positivement et le cylindre extérieur est chargé négativement. Voilà les 3 types de condensateurs que nous avons. Ici, nous avons fait le travail, donc la capacité, nous l'avons trouvé S, epsilon 0 divisé par E. Ici, la même chose, nous l'avons fait et on nous demande de faire, bon, nous l'avons fait au cours. Ici, on nous demande de déterminer la capacité, si vous voulez, de cylindres, la capacité formée par les 2 cylindres. Pardon. Alors, donc première question, peut-on toujours utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ? Est-ce qu'on peut continuer, c'est-à-dire le travail, ou bien on n'a pas le droit de le faire? Alors, la réponse, tout simplement, donc, c'était écran 3. Oui, bien sûr, on peut toujours utiliser le théorème de Gauss. Hein? Oui, parce que, tout simplement, parce que L est très grand devant E. E est égal à 1 mm et L est égal à 10 cm. Donc, les 2 cylindres peuvent être considérés comme des cylindres infinis. Donc, les 2 cylindres peuvent être considérés les 2 cylindres peuvent être considérés comme des cylindres de longueur infinie. On dit directement comme des cylindres infinis. Voilà. Alors, ça c'est pour la première question. Est-ce qu'on peut toujours utiliser le théorème de Gauss? Oui, bien sûr, on peut, puisque la longueur L est très grande, donc devant E. Ensuite, déterminer la différence de potentiel d'AV entre les 2 cylindres. Déterminer la différence de potentiel entre les 2 cylindres. Donc, nous l'avons fait au cours. Donc, la relation qui existe entre le champ et le potentiel, vous la connaissez tous.
on peut écrire toujours E égale moins grade de V, ou bien on peut écrire dV est égal à moins E scalaire dl. Puisque le champ E est radial, il dépend seulement de R, donc le produit scalaire entre E et dr s'écrira moins E dr tout simplement. Alors, pour calculer donc le potentiel, on va intégrer à droite et on va intégrer à gauche. Donc, on intègre là et on intègre là. On intègre bien sûr entre de VA jusqu'à VB, et ici de petit a jusqu'à petit b. Je rappelle, A c'est le rayon du cylindre intérieur, B c'est le rayon du cylindre extérieur. Alors, donc ce sera intégral de dV, ça va me donner V entre VA et VB, est égal à moins intégral de E dr. Je fais sortir la constante, nous avons E, c'est cette expression-là. Donc ce sera moins lambda sur 2pi epsilon 0, c'est la constante, par intégrale de 1 sur R dr. Donc ce sera moins lambda sur 2pi epsilon 0, intégrale de 1 sur R, ce n'est autre que ln de R, entre A et B. C'est-à-dire, ce sera égal à moins lambda sur 2pi epsilon 0 par ln de B moins ln de A. C'est-à-dire, voilà, donc ce sera moins lambda sur 2pi epsilon 0, par ln de B sur A. Voilà. Ici, donc, à gauche, qu'est-ce qu'on a? Donc, lorsqu'on remplace, on aura VB moins VA est égal à moins lambda sur 2pi epsilon 0 par ln de B sur A. C'est-à-dire, on cherche delta V, la différence de potentiel, c'est VA moins VB. C'est-à-dire, ce sera plus lambda, c'est-à-dire, on multiplie par moins 1 et ici, donc on aura VA moins VB, et ici on aura un signe plus. Voilà, 2pi epsilon 0 par ln B sur A. C'est ce qu'on nous demande de déterminer. La différence de potentiel entre les deux cylindres. Ensuite, dernière question. Voilà, on reprend. Oui, dernière question. Déduire l'expression de la capacité du condensateur. Déduire l'expression de la capacité du condensateur. Troisièmement, la capacité du condensateur sera, donc C est toujours donné par Q sur delta V. C'est-à-dire, ce sera Q dans notre cas, donc c'est lambda multiplié par alors, donc Q, nous avons dit, c'est lambda multiplié par L, par la longueur du cylindre, sur longueur finie, divisé par delta V, c'est-à-dire lambda sur 2pi epsilon 0 par ln de B sur A. Vous voyez bien, on peut simplifier lambda par lambda et faire monter le 2pi epsilon 0 en haut. Donc ce sera égal 2pi epsilon 0 par L sur ln de B sur A. Voilà à quoi est égale la capacité du condensateur formé par les deux cylindres cylindriques. Voilà, je vous remercie.